D'une finaliste de X Factor et influenceuse Instagram à accusée de meurtre, les procureurs de l'autre côté de l'Atlantique affirment qu'une célèbre mannequin Instagram serait responsable de la mort d'une autre influenceuse. Elle l'aurait renversée avec une Mercedes devant une boîte de nuit chic de Londres, alors que des rumeurs circulent sur une querelle persistante. Voici Scandale présenté par Laurence Cron. Je suis Sierra Gillespie. Une influenceuse basée à Londres est désormais derrière les barreaux, accusée de l'infraction la plus grave qui soit après avoir prétendument renversé une autre influenceuse avec sa voiture et l'avoir laissée pour morte. Après des mois de querelle entre les deux femmes, débutées quand l'une a arrêté de suivre l'autre avec en toile de fond une possible rivale amoureuse, l'affaire s'est conclue par ce que les procureurs anglais qualifient de meurtre. Le scandale d'aujourd'hui nous emmène de l'autre côté de l'Atlantique, à Londres, en Angleterre. C'est ici que s'est produit cet événement tragique et où vivaient les deux protagonistes. Commençons donc en présentant tous les impliqués. Tout d'abord, il y a Klaudia Zachciewska, âgée de 32 ans. À l'origine, elle vient de Pologne, mais Klaudia s'est fait remarquer dans le monde entier en affichant son style de vie luxueux en Angleterre. C'était une véritable influenceuse, avec pas moins de 275 000 abonnés rien que sur Instagram. Elle était connue pour ses magnifiques photos mettant en avant des vêtements haut de gamme, des voyages amusants et excitants, et un style de vie tout simplement enviable. Et puis, il y a Gabrielle Carrington, 29 ans, connue en ligne sous le nom de Riel UK. Gabrielle s'est fait connaître en 2013 lorsqu'elle est apparue dans l'émission britannique The X Factor. Gabrielle appartenait alors au groupe féminin Miss Dynamics. Depuis, elle a continué à vivre sous les projecteurs, d'une manière assez semblable à celle de Klaudia. Elle aussi publie sur Instagram, montrant des tenues incroyables, des vacances amusantes et un aperçu des coulisses de soirées très chic. Pour sa part, Gabrielle compte pas moins de 368 000 abonnés sur Instagram. Inutile de dire que ces deux femmes sont de grandes influenceuses. Elles ont toutes les deux un très grand nombre d'abonnés et ont transformé leur mode de vie en véritable carrière. Et c'est là que le drame aurait commencé. Selon l'influenceuse Lala, des tensions couvaient en coulisses depuis des mois. Il semble que tout ait commencé par quelque chose de très anodin. Klaudia aurait cessé de suivre Gabrielle sur Instagram, mais après cela, les choses auraient empiré. Il y a plusieurs rumeurs qui circulent en ligne. Et laissez-moi insister sur ce point. Ce ne sont que des rumeurs. Elles n'ont pas été officiellement confirmées. Mais certaines sources sur Twitter ou X disent qu'elles se disputaient à propos d'un homme. D'autres spéculent qu'elles avaient un accord commercial qui est tombé à l'eau, ce qui a provoqué la poursuite du drame. Maintenant, il n'est pas clair ce qui s'est exactement passé dans leur vie personnelle avant cet incident, mais nous savons que les choses sont allées de mal en pis le 19 avril. Gabrielle et Klaudia se trouvaient toutes les deux dans le quartier de Soho à Londres, où elles se rendaient dans une boîte de nuit appelée Inca. Selon les procureurs, d'autres vérifications de vidéosurveillance montrent que Mademoiselle Carrington était arrivée pour retrouver Gabrielle dans Argyle Street dans sa voiture, près de la boîte de nuit Inca. Pendant ce temps, elle semblait se disputer avec un homme en sortant de sa voiture. Les procureurs affirment que Gabrielle a participé à l'altercation après être sortie de sa Mercedes noire. Le service de sécurité a tenté d'intervenir, puis Gabrielle est retournée au volant. Plus tard, les procureurs déclareront à l'audience, je cite, « Pendant cette manœuvre, le véhicule a percuté Mademoiselle Zachciewska, qui se trouvait à l'avant du véhicule, et elle a été traînée vers l'avant, puis projetée entre le véhicule et un support à vélo en métal. Donc, encore une fois, selon les procureurs, Gabrielle a traîné Klaudia avec son véhicule, projetant le corps de Klaudia contre un support à vélo en métal. Alors que le véhicule continuait d'avancer, il a complètement entraîné Klaudia sous le véhicule. Et en même temps, il a percuté un membre du personnel de sécurité, Anoush Shaishush, qui se trouvait sur le trottoir. Selon la police métropolitaine, l'agent de sécurité a, je cite, « subi des blessures qui ont changé sa vie ». Et une autre femme nommée Laetitia Armstrong a également été blessée dans l'accident. La police a été appelée vers 4h30 ce jour-là et est arrivée sur les lieux vers 5h. Selon le Manchester Evening News, les procureurs ont décrit la scène comme un grand nombre de personnes criant, évoquant une sorte de mêlée. Mais le pire de tout, c'était pour Klaudia. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital et est tombée dans le coma. Peu de temps après, Gabrielle a été arrêtée. Les tests ont révélé qu'elle avait 61 microgrammes d'alcool par 100 millilitres d'air expiré. J'ai vérifié parce qu'aux États-Unis, on est plus habitué au taux d'alcoolémie ou BAC.
Cela signifie que Gabrielle a soufflé entre 0,13 et 0,14, soit presque 2 fois la limite légale 0,08. À l'époque, Gabrielle a été accusée de coups et blessures graves avec intention, blessures corporelles, conduite dangereuse, conduite en état d'ivresse et tentative de meurtre. Elle a comparu devant le Westminster Magistrates Court le 21 avril et a été placée en détention. Elle n'a pas plaidé, mais d'après le Manchester Evening News, elle a fait un cœur avec ses mains à l'intention de sa famille et de ses amis dans la salle. Maintenant, les premières accusations portées contre Gabrielle sont très graves, mais elles ont été requalifiées en la charge la plus sévère qu'une personne puisse encourir. Le meurtre, après le décès de Claudia le 25 avril. La police métropolitaine a publié une déclaration après son décès. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Claudia après cette tragique nouvelle. Nous pensons aussi à toutes les personnes concernées par cet incident. Nous savons que cette affaire a suscité beaucoup d'intérêt et de discussions sur les réseaux sociaux. Cependant, nous exhortons le public à s'abstenir de toute spéculation supplémentaire. Nous demandons aussi de ne pas partager de vidéos choquantes, par respect pour les proches de Claudia et les blessés. La diffusion de ce type de contenu pourrait également nuire à notre enquête criminelle en cours et potentiellement porter préjudice aux futures procédures judiciaires. Dans un monde où tout est conçu pour les réseaux sociaux, ces deux influenceuses ont appris à leurs dépens qu'on ne peut pas effacer une tragédie réelle une fois que l'on arrête de faire défiler l'écran. Et maintenant, pour aller encore plus loin dans cette affaire, nous accueillons notre invité du jour, l'avocate en droit international et ami du scandale, David Shafi. David, ravi de te voir et merci d'être venu. Nous allons commencer par cette question. Maintenant, notre accusée était initialement poursuivie pour tentative de meurtre. Maintenant, elle fait face à une accusation de meurtre. Penses-tu que c'est justifié d'aggraver cette accusation? oui, je le pense. Tu sais, c'est parce que la victime est décédée. Donc, ils ont d'abord porté l'accusation de tentative de meurtre alors qu'elle était encore en vie et soignée. Malheureusement, le traitement n'a pas fonctionné. Elle n'a pas pu être sauvée. Et donc maintenant, c'est un meurtre, et le meurtre nécessite une intention, le mens rea, et il semble que cela pourrait être possible qu'il puisse le prouver, mais ce sera l'obstacle que l'accusation devra franchir pour obtenir une condamnation pour meurtre. Oui, je comprends ton point de vue. Il est logique qu'il requalifie l'accusation en meurtre maintenant que la victime est malheureusement décédée. C'est vraiment une tragédie dévastatrice à tous les niveaux. Il y a une grande différence entre une accusation de tentative de meurtre, déjà grave, et le meurtre, car dans ce dernier cas, la vie de quelqu'un prend fin. Je connais un peu le système aux États-Unis, mais cette différence entre ces deux chefs d'accusation existe-t-elle aussi de l'autre côté de l'Atlantique? Oui, c'est le cas. Je veux dire, la peine va être beaucoup plus lourde maintenant que l'accusation a été requalifiée en meurtre. Et donc, c'est certain, parce que c'est une accusation très grave, il y aura un procès devant jury, devant la Crown Court au Royaume-Uni. Je crois que ce sera à l'Old Bailey à Londres, et le jury devra examiner les preuves pour décider s'il la juge coupable. Oui, tu as parlé de l'Old Bailey, et ce nom m'était familier grâce à mes recherches. Je crois que Kevin Spacey y a été vu. C'est un tribunal important. Je sais que c'est différent ici où tout dépend des juridictions. C'était à Londres, mais peux-tu m'expliquer quelque chose sur ce tribunal que j'ignore peut-être? Eh bien, c'est le plus haut type de tribunal de première instance. Donc, si c'était une infraction mineure, si c'était comparable à un délit, alors elle pourrait être jugée devant un tribunal de magistrats et peut-être aussi être jugée sans jury. Mais dans ce cas, cela se passera à la haute cour, l'Old Bailey, et avec un procès devant jury. D'accord, donc c'est vraiment très sérieux. Je veux dire, c'est l'accusation la plus grave à laquelle on puisse faire face devant la cour la plus élevée qu'ils aient là-bas. Ce n'est donc pas quelque chose à prendre à la légère. Il y a sûrement de nombreux facteurs en jeu. Analysons-les avant de reparler du meurtre. Alors, l'une des choses, c'est qu'il y aurait eu une querelle présumée ou un conflit persistant entre ces deux femmes parce que j'ai regardé leur nombre d'abonnés sur Instagram. Toutes les deux ont des milliers, voire des centaines de milliers d'abonnés. Elles sont, vous savez, au sommet du sommet en ce qui concerne les réseaux sociaux et le fait d'être des influenceuses. Mais j'imagine qu'elles avaient une sorte de conflit ou d'antécédent entre elles. Est-ce que c'est quelque chose que les procureurs voudraient examiner alors qu'ils préparent ce dossier pour le procès? Bien sûr, afin de satisfaire à la condition de mens rea pour démontrer l'intention, que ce soit l'intention de tuer quelqu'un ou de lui causer de graves blessures corporelles, ils voudront pouvoir montrer qu'il y avait un mobile. Et donc, ce qui s'est passé entre ces deux personnes, la dispute qu'elles ont eue, les altercations qu'elles ont eues, feront partie du mobile. Et j'ai aussi regardé leur page Instagram.
Elles ont un look similaire, on peut le dire. Elles sont peut-être en compétition pour le même créneau en tant qu'influenceuses, ce qui pourrait faire partie de l'histoire. Peut-être qu'il y a de la jalousie entre elles et que cela a fini par être exacerbé, ce qui a mené à cet incident très malheureux. D'accord, tu as parlé du mobile. Ici aux États-Unis, il n'est pas nécessaire pour accuser ou condamner, mais on préfère généralement en avoir un. Et je dis qu'on préfère en avoir un parce que moi, en tant que personne qui travaille dans le true crime, j'aime savoir pourquoi il y a un mobile. Je sais que les jurés aussi, parce que le meurtre est le crime le plus odieux. On veut savoir pourquoi quelque chose comme ça s'est produit. Est-ce que c'est obligatoire au Royaume-Uni d'en avoir un? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une partie importante pour démontrer l'intention. En d'autres termes, si on a un mobile, le jury est plus susceptible de conclure qu'il y avait une intention. C'est logique pour moi. En tant qu'avocate, je pourrais dire qu'elle est montée dans la voiture sans forcément voir Claudia. Vous savez peut-être qu'elle... On va aussi parler de l'alcool au volant, mais oh, c'était juste un gros accident. Cependant, si j'étais procureur, je dirais, eh bien, regardons leur passé, regardons leur message, regardons la dispute qu'elles avaient en cours. Donc je suis plutôt d'accord pour dire que ce mobile est assez important, mais la préméditation de tout cela. Les règles sur le meurtre, la préméditation et leurs exigences sont-elles les mêmes ici qu'au Royaume-Uni? Oui, la préméditation fera partie de l'analyse parce que cela montrerait aussi qu'il y avait une intention. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir une préméditation pour qu'il y ait une condamnation pour meurtre. Il suffit d'avoir cette mens rea, ce niveau d'intention où vous aviez l'intention soit de causer des blessures graves, ce qui est le terme utilisé au Royaume-Uni, soit de tuer la personne. Mais vous auriez pu développer cette intention très peu de temps avant que l'incident ne se produise. D'accord, parlons donc de l'intention. La mens rea dont vous parlez sans cesse ici, parce que c'est ce que les procureurs affirment, que notre accusé, Gabriel, avait cette intention, cette mens rea, de tuer la victime. Sa défense va-t-elle juste affirmer qu'il s'agissait d'un accident, une tragédie qui n'aurait pas dû se produire? Pensez-vous qu'ils choisiront cette stratégie? Je ne pense pas que nous ayons d'informations sur la défense qu'ils vont présenter, mais on peut supposer que ce serait peut-être la meilleure défense qu'ils aient, à moins qu'il y ait d'autres faits que nous ne connaissons pas encore. Mais étant donné qu'il y avait des témoins oculaires de cet incident, et je crois que cela a aussi été enregistré en vidéo, il va être difficile pour eux de dire qu'elle n'était pas la conductrice du véhicule. Donc, peut-être qu'ils vont soutenir qu'elle n'avait pas l'intention de heurter cette victime et que c'était un accident, et ce serait probablement la défense la plus probable, à moins qu'il y ait d'autres faits que nous ne connaissons pas. Tu as raison, on n'a encore rien entendu sur sa défense pour l'instant, ce ne sont que des spéculations. Elle n'a pas encore présenté de plaidoyer, il est donc encore tôt. Mais tu as mentionné quelque chose à propos de la vidéosurveillance ou d'une caméra de surveillance. Il y a eu une audience au tribunal sur l'accusation initiale de tentative de meurtre où les procureurs au Royaume-Uni ont tout décrit. Et la façon dont ils en parlaient, c'était tellement horrible que même lire ce qu'ils disaient était difficile, je suppose. Prétendument, selon les procureurs, Gabrielle est au volant et elle traîne littéralement Claudia contre un support à vélo en métal. Elle la traîne sous le véhicule. Pour moi, on peut dire qu'elle était soi-disant ivre ou sous l'influence, avec un taux d'alcool supérieur à la limite légale. Mais pour moi, c'est encore plus odieux comme façon de faire, vous savez, un véhicule contre une personne à pied. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose que les procureurs mettraient en avant? Eh bien, je pense que cela va influencer le jury et pourrait susciter une vive émotion chez le jury. Et je suppose que le jury va pouvoir voir cette vidéo qui, d'après ce que j'ai compris et comme vous l'avez mentionné, est très sanglante et détaillée. Et l'accusation a exhorté les gens à ne pas faire circuler cette vidéo. Mais le jury ne sera probablement pas épargné par cette vidéo, et il est probable qu'elle joue un rôle dans la façon dont ils vont examiner cette affaire. Et bien sûr, comme vous l'avez mentionné, si elle avait eu la possibilité de s'arrêter après avoir percuté la victime au départ et qu'elle a continué à la traîner, cela pourrait aussi entrer en ligne de compte pour déterminer si elle avait l'intention. Vous avez raison, il y a beaucoup de témoins en plus de cette vidéo. Donc disons par exemple qu'elle crie son nom. Là, j'invente, tout cela n'est que spéculation. Si elle dit « va te faire voir, je veux que tu meurs », ou équivalent en toute conscience, c'est un sérieux signal d'alarme contre la spéculation. Bien sûr, les deux parties vont devoir examiner la vidéo, interroger les témoins présents. Mais au minimum, vous avez mentionné que la Metropolitan Police a demandé de ne pas partager cette vidéo. C'est déjà assez traumatisant pour Claudia et sa famille de devoir vivre la perte d'un être cher, une belle jeune femme de 32 ans, tuée de cette manière.
Mais en plus de cela, si on partage cette vidéo, vous savez, c'est très douloureux pour eux, mais cela pourrait aussi compromettre l'enquête. Et cela m'amène à ma prochaine question. Elle est morte récemment. L'accident date d'environ une semaine, mais elle vient seulement de décéder. Cela change-t-il l'enquête? Au début, elle était vivante et pouvait sortir du coma. On aurait pu l'interroger comme enquêteur, mais elle est décédée. L'affaire devient donc une enquête pour homicide, non? Absolument. Et évidemment, elle ne sera pas témoin. Ils ne pourront pas recueillir son témoignage. Donc, cela aura un impact sur l'affaire. Mais comme nous l'avons dit, il y a beaucoup d'autres preuves. Donc, ils n'auront peut-être pas besoin de son témoignage pour déclarer l'accusé coupable. J'en ai parlé plusieurs fois, je l'ai mentionné, mais je voudrais vous poser la question spécifiquement. Donc, la conduite sous l'emprise de l'alcool ici, je sais que cela varie d'un état à l'autre, mais c'est assez grave. Je veux dire, conduire après avoir bu, beaucoup de gens en meurent. C'est quelque chose de tragique qui arrive. Et ici, aux États-Unis, je sais qu'on peut passer pas mal de temps derrière les barreaux. Comment ça se passe au Royaume-Uni si elle dépasse la limite légale? Donc, c'est aussi un crime au Royaume-Uni. Je ne sais pas exactement quelle est la limite d'alcoolémie à Londres. Et je ne sais pas quelles preuves ils ont, s'ils ont vraiment des preuves de son taux d'alcoolémie. Bien que cela semble indiquer qu'ils l'ont, puisqu'elle a été accusée du fait d'avoir conduit sous l'emprise de l'alcool, mais c'est évidemment un crime bien moindre que le crime, vous savez, que le crime de meurtre. Donc, ils vont probablement maintenir cette accusation, mais ils vont se concentrer sur l'obtention d'un verdict de culpabilité pour l'accusation de meurtre. Maintenant, je réfléchis en tant qu'avocate de la défense. Si je fais partie de son équipe, je suppose, et je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Tu m'as expliqué, mais je dirais d'accuser d'homicide involontaire au volant. Car si elle est sous influence et qu'ils ont son taux d'alcoolémie, je l'ai dans l'histoire. Je ne sais pas combien c'est là-bas. Aux États-Unis, c'est 0,08 et c'est à peu près comparable à Londres. Mais s'ils disent, d'accord, ils ont son alcotest ou son analyse de sang et elle dépassait la limite, on ne peut vraiment pas défendre cela. Pourquoi parler de meurtre et non d'homicide involontaire au volant? Sa défense pourrait-elle demander une réduction de l'accusation? Je pense que oui. Et si le procureur constate qu'il a du mal à prouver l'intention, alors il pourrait réduire l'accusation à un homicide involontaire. Et c'est généralement ce qui se passe lorsqu'il y a une accusation de meurtre, mais qu'ils ne parviennent pas à prouver l'intention. Cela pourrait être une stratégie que la défense adopte. Il pourrait admettre qu'elle était ivre, non? Parce qu'il pourrait plaider coupable pour, vous savez, l'accusation de conduite sous l'emprise de l'alcool et dire que c'était un accident qui s'est produit alors qu'elle était sous l'influence. Ce serait une peine beaucoup moins lourde si elle était seulement reconnue coupable de conduite sous l'emprise de l'alcool et non coupable de meurtre ou d'homicide involontaire. Oui, exactement. Si j'étais avocate de la défense, c'est la voie que je choisirais aussi. Pour rebondir sur ce que tu dis et selon nos échanges, il semble que les procureurs estiment qu'il y avait cette intention, cette mens rea. Et il est fort probable qu'ils aient beaucoup d'informations qu'ils ne nous ont pas révélées au public. Nous parlons simplement de ces rumeurs qui circulent, tu sais, sur leurs querelles ou leurs conflits, peu importe ce que c'est. Peut-être que les procureurs savent. Peut-être que les procureurs ont regardé dans leurs messages privés. Et je suppose que ça m'amène à ma prochaine question. Nous connaissons ces deux femmes. L'une parce qu'elle a été candidate à The X Factor, qui est une émission vraiment célèbre, je pense, à l'international. Elles sont aussi toutes deux déjà célèbres comme influenceuses. Je me demande si certains de leurs posts, messages privés ou leur mode de vie d'influenceuse pourraient servir de preuve au tribunal en cas de procès. Absolument. Je pense que leurs publications feront certainement partie des preuves si chacun a publié des posts sur l'autre. Je ne sais pas si chacun a publié publiquement des contenus sur l'autre, mais comme vous l'avez mentionné, leurs messages privés avec des amis ou s'ils communiquaient entre eux seront également une partie importante des preuves. Je suppose qu'il y a ici une histoire très longue et complexe qui a créé cette animosité, laquelle s'est aggravée en ce conflit qui a finalement abouti à cette accusation de meurtre. Donc ce sera une histoire très intéressante à suivre pour mieux comprendre le mobile. Et comment deux femmes célèbres qui semblaient mener une vie luxueuse se retrouvent-elles dans cette situation où l'une est morte et l'autre risque de longues années de prison? Oui, elles ont toutes deux des vies qui, quand on fait juste défiler, je me surprends même à le faire, je me dis « Oh mon Dieu, j'aimerais leur vie. Leurs vêtements, leurs vacances, tout semble incroyable. » Et pourtant, pour que ça se termine ainsi, comme tu l'as dit, l'une à 32 ans, elle a maintenant été assassinée. L'autre, 29 ans, est accusée de meurtre.
Je veux dire, ce n'est pas du tout l'issue à laquelle on s'attendrait. Et je pense que tu as raison. Cette affaire attire beaucoup d'attention parce qu'on a un aperçu des coulisses. À quoi ressemble vraiment la vie de ces influenceuses haut de gamme? À voir cette accusation, je sais que je me répète, mais c'est la plus grave, car le meurtre est l'acte le plus impardonnable. Elle n'a pas été condamnée ni même plaidée. Cela m'amène à ma dernière question pour toi, David. Qu'en penses-tu? Quelles sont tes hypothèses pour la suite? Tu crois que ça va se régler par un plaidé coupable? Est-ce que sa défense va essayer de réduire les charges, comme on l'a suggéré? Si elle est reconnue coupable de meurtre, à quel genre de peine pourrait-elle s'attendre? Quelles sont tes impressions générales à ce sujet? Eh bien, On dirait qu'avant d'en savoir plus, il y a déjà beaucoup de preuves. Ça semble être un dossier extrêmement solide pour l'accusation. Donc j'imagine que la défense va essayer de présenter l'argument que tu as mentionné. Et si cela ne fonctionne pas, ils essaieront de négocier un accord de plaidoyer pour homicide involontaire, plaider coupable d'homicide involontaire afin d'obtenir une peine réduite. C'est comme ça que je pense que ça va se passer. Mais encore une fois, nous devons rester attentifs et découvrir quels autres faits existent. Quelle défense pourrait-elle éventuellement avoir? Et peut-être qu'elle va soutenir qu'il y avait un élément de légitime défense. Elle pensait qu'il allait l'attaquer, qu'elle allait être attaquée. Mais bien sûr, c'est très fragile comme argument parce qu'elle est montée dans son véhicule, elle était déjà à l'abri d'elle. Ce sera donc très intéressant de voir ce que la défense va proposer. Mais je pense qu'ils vont peut-être essayer de plaider coupable d'une infraction moins grave. oui, celle-ci, c'est vraiment tragique sur tous les plans aussi. Vous savez, une vie perdue, la vie d'une personne ruinée, des décisions qui étaient totalement évitables. C'est une histoire très tragique et triste. Merci David Sefiri d'être venu sur Scandale et de nous avoir expliqué. Merci. Gabrielle Carrington doit revenir au tribunal le 19 mai. C'est là que l'épisode d'aujourd'hui de Scandale nous laisse. Si vous avez aimé ce que vous avez vu et que vous voulez en voir plus ou me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram, vous pouvez me trouver sous le nom de Sierra Gillespie. Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui de Scandale. Comme toujours, je suis votre animatrice, Sierra Gillespie, et je vous dis à la prochaine fois.